Salut, moi c'est Caro. Et moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode d'aujourd'hui du balado. Aujourd'hui, on va parler de bien-être au travail. C'est un sujet qui est quand même... c'est un sujet général. C'est un peu le sujet général de notre balado, mais on ne l'a jamais adressé directement. Ouais. Donc, on a fait appel à une experte. On rencontre aujourd'hui Stéphanie Dauphin, qui est conférencière en entreprise et consultante en bien-être. Donc, on n'a pas mieux pour parler de bien-être. Oui, c'est ça. OK, bienvenue, Stéphanie. Merci. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Je commencerai par... en fait, je te laisserai te présenter pour commencer, nous parler un peu là, de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené à être consultante en bien-être et conférencière. OK. Donc, Stéphanie Dauphin, je suis, comme Caroline l'a dit, conférencière et consultante en bien-être. Comme de formation, j'ai un bac en psychologie parce que j'ai toujours été fascinée par l'être humain. Une maîtrise en travail social. J'ai fait une formation en gestion de la diversité, puis aussi un certificat en enseignement supérieur. Mais avant... tout ça, ça c'est le côté théorique. Ouais. Mais ce qui m'a conduit au bien-être au travail, c'est que j'étais pas bien au travail. Une expérience personnelle. Ouais. Donc j'ai terminé mes études, puis je me suis dit là, ma vie va être parfaite. J'ai terminé mes études, je vais avoir une job, je vais pouvoir payer mes choses, je vais pouvoir avoir ma maison, je vais pouvoir. Puis après, tu sais, j'avais déjà un conjoint qui est encore le même. Et je me suis dit, gars, j'ai mon prince charmant, j'ai terminé mes études, la vie va être merveilleuse. Et j'arrive sur le marché du travail. Puis vraiment, là, je suis déstabilisée complètement en peu de temps. C'est comme mon ballon a comme explosé rapidement. Oui, il y avait une petite aiguille, là, puis pop! Ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, il y avait des surcharges de travail, très, très, très grandes surcharges, je manquais de personnel. Et également, j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup de racisme systémique. Donc, ça veut dire que j'arrivais sur le marché de l'emploi, puis j'allais voir, je vivais beaucoup, il y avait beaucoup de commentaires racistes, des commentaires discriminatoires. Et quand j'en parlais à certains gestionnaires, ils disaient, il disait c'est rien, il banalisait beaucoup. J'avais des gestionnaires extraordinaires qui me disaient aussi, Stéphanie, tu sais, comme si ça arrive encore de me le dire et tout. Mon approche était plus de confronter les personnes. J'avais peut-être pas la meilleure approche, mais tu me connais un peu, Caroline. Oui. C'est comme, j'ai un franc-parler. Et, tu sais, j'ai vraiment c'est important pour moi, le respect comme valeur. Donc, je me disais, tu sais, à travail égal, je suis supposée d'être respectée. Bref, à chaque semaine, il y avait des situations, puis c'était très lourd parce que déjà, j'avais une grosse charge de travail. Et en plus de mettre ça par-dessus, j'étais juste brûlée. Puis je m'en rappelle à un moment donné, c'était une journée très, très spéciale. Tu sais, mon cerveau fonctionne vraiment comme travail social, c'est vraiment trouver rapidement des solutions. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, OK, je suis très mal, mais j'ai étudié tout ce temps-là, fait que je peux pas partir en burn-out. Ma mère, les femmes dans ma famille sont très fortes. Fait que ma mère, j'ai jamais vu faire un burn-out. Elle a quitté son pays. D'origine, elle a dû refaire toutes ses études. Elle a, tu sais, une très belle carrière, mais elle a dû tout repartir de zéro. Elle a eu ses 3 enfants, elle a tout fait, puis j'ai jamais vu dans son curriculum vitae burn-out. Fait que là, j'ai dit, c'est impossible, Stéphanie, là, tu sais, t'as eu beaucoup plus de privilèges, tu peux pas. Fait que là, à un moment donné, je vais voir mon chum, puis je dis, j'ai trouvé la solution. Fait que là, il dit, ouais, c'est quoi? Je dis, je vais me faire frapper par une auto. Puis, oui, je vais me faire frapper. Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais à tout sauf ça. Je vais me faire frapper par une auto, puis là, je vais partir en arrêt de maladie. Puis là, mais c'est parlant, là. Oui, exactement le même regard. Vous pouvez pas voir les auditeurs, mais le regard que Caroline et Chloé me donnent, c'était comme, elle est vraiment malade, cette fille-là. Puis c'est comme là que je me suis rendu compte que, ça va vraiment pas. Fait que c'est là ma quête vers le bonheur, de rechercher
comment j'allais pouvoir être bien dans un environnement que je considérais un peu toxique à l'époque. Donc, vraiment, c'est là que ça a commencé la quête vers c'est quoi le bien-être au travail. Ah. Et qu'est-ce que tu as trouvé? As-tu trouvé des réponses à ça? C'est quoi le bien-être au travail? On veut le savoir. Beaucoup. On veut les réponses. Oui. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que le bien-être, c'est très personnel. Hein? On peut pas avoir une réponse générique. Mais c'est certain, ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que c'est certain que ça peut pas être juste en lien avec qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'avais un très bon salaire et tout. Ouais. Je pouvais m'acheter vraiment des beaux vêtements Winners. J'étais souvent là-bas. J'étais devenue shopaholic. Dans le sens que, oui, le jeudi, là, quand ma paye arrivait, là, j'étais très heureuse. Tu sais, l'adrénaline, là, tu sais. La première vraie job. Ben oui, puis tu sais, exact. Le premier vrai emploi. Avec l'argent d'adulte. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est que je pense que une des choses, c'est que les gens se disent bien-être, ben c'est des beaux voyages, c'est des beaux vêtements et tout. Très superficiel. Je pense que la première étape, c'est de réaliser que c'est pas tout ce qui est à l'extérieur. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça peut amener du plaisir, tu sais, d'être dans une auto qui tombe pas en panne, à lumière rouge, tu sais. Du confort. Oui, du confort. Ouais. Oui, c'est ça. Puis des bons restaurants et tout. J'aime beaucoup manger. Fait que, tu sais, l'aspect pouvoir aller au restaurant, ça, c'est des choses qui me rendent heureuse. Mais en même temps, c'est momentané. Donc, le bien-être, de vraiment ne pas limiter à ce qui est de l'extérieur. Puis, il faut prendre ce temps de faire cette quête intérieure. Parce que quand moi, je l'avais pas fait, cette quête je me disais, ben moi, je suis fascinée par l'être humain, puis je veux vraiment faire une différence, tu sais, dans la vie de famille, etc. Donc, je me suis dit, OK, c'est sûr que ça va être... J'ai vraiment limité cet aspect. Ça va être ça, le bonheur. Exactement. Tu sais, je sentais vraiment que mon bonheur passerait genre à 90% dans mon épanouissement au travail. Donc, avec les années, ce que je me rends compte, c'est que on est des êtres complexes. Le bien-être, il doit venir de différents endroits. Ouais. Oui, puis tu sais, on a une santé mentale à prendre soin, puis ça passe beaucoup par là, le bonheur. Ben, le bonheur, le bien-être. Le bien-être, exact. Oui. Bien-être, bonheur, ça va vraiment ensemble. Oui. Exact. Ouais. Fait que là, t'as réfléchi à tout ça, puis t'as décidé de développer toi-même ta carrière en tant que telle, avec le bien-être. Oui, j'ai décidé de développer ma carrière en lien avec le bien-être. Mais avant, j'avais vraiment à faire cette quête intérieure, puis que tout le monde a à faire. Parce que quand on a un parcours, on va dire straight, tu sais, d'aller à l'école puis tout de suite rentrer dans le monde du travail, des fois, on prend pas le temps de se poser ces questions-là. Puis, tu sais, je parle de la sortie des études, mais des fois, ça peut être, on change comme personne, comme un arbre, une fleur, on se transforme. Fait que ce qui nous rendait heureux au départ, ben ça veut pas dire que dans 2-3 ans. Donc, vraiment de prendre ce temps, de se recentrer. Puis quand je dis recentrer, ça veut pas dire d'aller au Tibet, là, puis méditer en lotus pendant 5 ans. Non, mais tu sais, c'est vraiment d'avoir une pratique. Moi, je médite. J'ai écrit beaucoup dans un journal. J'ai toujours, tu sais, ça fait longtemps que j'ai un journal intime et tout. Mais une autre personne, ça va être différent. Ça va être marcher dans la nature et tout. Mais vraiment prendre ce temps-là. Parce que juste courir, tu sais, on est toujours sur les médias sociaux, on est sur le téléphone, etc. Mais on a cette clarté par rapport à qu'est-ce qui va contribuer à notre bien-être, c'est vraiment dans les moments de silence qu'on peut le retrouver. Là. Faut prendre une petite pause là, pour juste, bon, là, je fais quoi? Je suis rendue où? J'aime-tu encore ça? Puis moi, c'est souvent ça que je dis à mes clients quand je les rencontre en bureau. Là, actuellement, c'est quoi que tu veux faire, que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu te vois dans le moment présent faire? Puis, est-ce que tu es la même personne que là, 1 an? 2 ans. Fait que c'est une réflexion que tu fais pas une fois exact. Aux 10 ans. Là, exact. La face à quasiment tous les jours, semaines. Oui. Et puis quand ça va pas, tu sais, des fois, ça peut aller bien pendant 1 semaine, 1 mois, 1 an, puis après, bang, tu sais. Fait qu'il faut s'écouter, là. Quand on est rendu dans une phase, tu sais, de cercle vicieux et de toujours se plaindre, ben peut-être ça veut dire faut s'arrêter. Ben oui, c'est clair. Puis, selon toi, quelle place ça prend, ça, le bien-être au travail dans notre société? Parce que là, tu sais, ça a évolué à travers les années. Là, je pense que ce qu'on recherchait
au travail il y a plusieurs années, c'est peut-être différent de maintenant. Je pense que à travers les générations aussi, ça a évolué. Toi, c'est quoi ta vision de ça? Ben, quand je regarde juste mes parents, eux, c'est comme ils sont restés toujours dans la même job. Oui. Mais ce questionnement-là était, tu sais, il était pas là. Il était juste pas là. Puis eux, ils ont vécu des trucs comme la récession, des pénuries d'emplois et tout. Donc, tu sais, ils étaient dans une gratitude, on va dire, puis une fidélité à leur employeur. Tandis que maintenant, on se pose plus des questions parce qu'on a plus le choix. Tu sais, ça, je disais à Caroline, tu sais, j'ai des gens, tu sais, qui m'interpellent souvent, régulièrement, tu sais, aux semaines ou aux 2 semaines pour me proposer des positions, des contrats. Ah ouais. Ben, on est rendu dans cette époque-là, là, puis je suis pas la seule, puis je pense que même des gens qui ont, tu sais, des formations de base et tout, peu importe les domaines, tu sais, c'est pas tous les domaines, mais beaucoup de domaines, on est très sollicités comme personne et donc, premièrement, il y a plus de choix. C'est comme quand on va au buffet, tu sais, on va pas rester devant le même plat. Il y a ça. Puis, il y a aussi le fait de la pandémie qui nous a amené à réfléchir. Tu sais, on a eu des moments de silence. Oui. Gros silence collectif. Oui, silence collectif, j'aime beaucoup ça. Fait que dans ces moments-là, on s'est dit... On se rendait compte comment on courait avant. Tu sais, moi, je suis maman. Je suis bénie d'avoir un conjoint fantastique qui prend autant la charge. Mais on court tellement. Tu sais, il suffit d'avoir par exemple, des enfants qui font du sport. Chez nous, il y a beaucoup. C'est, tu sais, c'est presque une religion, le soccer, chez nous. Fait que, tu sais, ça prend, tu sais, on court. Si en plus, avec des enfants, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Une qui se pogne le doigt dans une porte, qu'il faut aller aux urgences. Puis ça, c'est fait réel. Ben, c'est ça, je m'en avais dit. Ça semble être précis pour une exemple. Une qui a cassé sa cheville en pratiquant, même pas dans un tu sais, c'est même pas dans une compétition. Bref, des imprévus, toujours. Donc, avec la pandémie, ce que ça a fait, c'est que on s'est rendu compte, tu sais, même les gens qui n'ont pas des enfants et tout, qu'on courait tout le temps, tu sais, café, dîner, puis tout, puis on se disait, mais wow, tu sais, pourquoi tout ça? Fait qu'on s'est vraiment questionné, puis on s'est rendu compte que à un moment donné, on a eu comme un moment de bien-être dans la pandémie où on est comme, au moins, j'ai pas à courir après ma queue comme une folle, tu sais. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, puis j'étais comme... J'étais contente que le soir, je pouvais juste aller marcher, puis il n'y avait pas besoin de courir à 100 000 endroits. Par exemple, la fin de semaine, pas obligé de squeezer 20 activités et tout. Puis je pense que ça a amené plusieurs personnes à réfléchir. Puis, à ralentir. Exact. Puis, en parallèle, il y a aussi les troubles de santé mentale qui ont augmenté. Donc, la pandémie a mis la lumière sur beaucoup de souffrances. Donc, les employeurs, ils ont perdu beaucoup de gens qui sont partis en troubles de santé mentale, que ça soit eux, leurs conjoints, leurs enfants. Donc ça a permis à plusieurs organisations de se dire, ben, on a besoin de mettre l'accent sur ça. Même si qu'ils le font peut-être pas pour vrai ou bien qu'ils sont pas capables de le faire. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que maintenant, le bien-être, c'est très, très important pour les individus. Puis les organisations, ils se rendent compte aussi que ben, c'est attractif de se dire qu'on a un programme de bien-être, mais c'est aussi parce que on veut garder notre monde. Tu sais, vous connaissez, soin, là, parce que vous connaissez le coût de turnover quand les gens quittent les emplois, mais ça coûte très cher aux entreprises. Donc, ils veulent maintenir leur personnel, donc ils veulent des moyens. Donc, du côté des employés, c'est important le bien-être, puis du côté des employeurs, c'est de plus en plus important, surtout depuis la pandémie. Là. Ben, c'est pas une mauvaise chose. Non, là. Pas du tout. Ça a ramené ça de bon, en tout cas, la pandémie. Là, quand même, là. Puis, selon toi, comment on reconnaît un environnement qui est sain? C'est quoi un environnement qui favorise le bien-être? Oui. Ben, tu sais, moi, tu sais, comme j'ai dit, j'ai étudié la psychologie, mais aussi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent la pyramide de Maslow. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, à la base, il y a les besoins physiologiques. Donc, tu sais, on veut un environnement qui est quand même
propre, qui a la base. C'est vraiment on dit ça, mais il y a des gens, il y a des endroits que c'est insalubre, c'est pas agréable. Puis des fois on se dit la personne par exemple, elle est hors du marché du travail, ça fait longtemps, fait qu'elle devrait accepter et tout. Non, les gens ils vont être beaucoup plus heureux dans un environnement qui est Ben oui, les gens ont des critères quand même. Là. C'est pas parce que ça fait 2 mois que t'as pas de job que tu vas accepter la première du bord. Exact. C'est ça. Ouais. Donc, juste au niveau de l'environnement physique, c'est important. Ensuite, il y a un besoin de sécurité, dans le sens que tu arrives de savoir que, tu peux rester puis tu vas pouvoir progresser à un certain niveau dans l'entreprise si, c'est sûr que tu fais ta part. Hein. Il y a le besoin d'être... d'appartenance, on sous-estime beaucoup. Ah oui. Tellement. Là. On le voit de plus en plus. Puis les gens, je fais une parenthèse, mais dans les offres d'emploi, ils l'écrivent encore plus, faire partie de la famille telle entreprise, ils veulent mettre ça de l'avant, puis avec leur identité à eux. Oui. Non, mais c'est super important. Parce que même des recherches ont démontré que un des facteurs qui contribue le plus à la croissance économique d'une entreprise, c'est très surprenant, mais c'est les employés disaient, je sens que mon gestionnaire, il se soucie de mon bien-être. Il se soucie de moi. C'est intéressant. Oui, on va penser que c'est une entreprise qui donne des bonus à chaque 6 mois puis tout, mais l'ambiance de travail est tellement importante. Dans mon passé, comme j'ai dit, j'étais travailleuse sociale, puis à un moment donné, quand tu es un peu sensible, ça devient lourd, des choses comme ça, de voir la souffrance humaine à ce point-là. Mais je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une équipe. Je me suis, comme j'ai dit au début, les premières équipes que j'avais eues, c'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de frictions, surtout, beaucoup liées à du racisme au travail et tout. Puis, à un moment donné, je suis dans une équipe, puis j'étais tellement post-trauma de ces expériences-là que vraiment, là, dans mes équipes, ça me prenait... La plupart du temps, j'allais pas socialiser avec les gens. Et dans cette équipe particulière, j'ai pris littéralement 9 mois avant de m'asseoir avec eux pour manger. J'ai dit non, je veux vraiment, voir comment ils sont, puis tout. Vraiment. Fait que tu restais en retrait, t'observais. Puis mais même pas... moi, c'est ça que les gens, des fois, ils trouvent un peu étrange. Ils sont déstabilisés parce que je suis extravertie. Mais en même temps, je suis très privée. Ça veut dire que je vais pas raconter ma vie après 2 secondes, tu sais. Fait qu'on, on va apprendre à se connaître et tout. Puis, mais fait que les gens, ils étaient comme, Stéphanie est occupée, tu sais, elle vient pas manger avec nous, mais ils se sont pas ils se sont pas rendus compte que j'étais comme méfiante parce que, tu sais, je ris tout le temps, et tout. Et là, après 9 mois, j'ai dit, OK, puis là, j'étais comme, ils sont tellement gentils. Tu sais, la gang, non, mais j'ai jamais vu des gens comme ça. Ils étaient tellement extraordinaires que, bien que le travail, j'étais comme, pas tant, mais j'étais... L'équipe. J'étais excitée d'aller... c'était vraiment un moment de pur bonheur. Et je me rappelle quand c'était pas mon poste, c'était un contrat. Quand je suis partie, j'ai pleuré ma vie, là. J'avais amené des cadeaux à tout le monde, puis des post-it, je t'aime, puis j'ai dit une chance qu'il n'y a pas de caméra, là, parce que c'était pas beau. Je pleurais ma vie, j'ai écrit à tout le monde de l'équipe. Non, c'était vraiment... Fait que tout ça pour dire que le sentiment d'appartenance, là... ça joue pour beaucoup. Vraiment. Et puis on le vit, là, à Libre Emploi, là, tu sais, je pense que l'équipe joue pour beaucoup. Je veux dire, le travail aussi, là, c'est fun, là, mais dans le sens où on est une petite équipe qui est soudée, puis je trouve que ça joue pour beaucoup dans le sentiment d'appartenance puis dans le bien-être au travail. Là, tu sais. Puis les autres étapes, c'est quoi dans la... je suis curieuse de Les autres étapes de... la pyramide. Ah oui. Tu sais, dans le contexte du travail. Les autres paliers. Oui, les autres paliers. Fait que il y a le besoin d'estime. Ça veut dire que, tu sais, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait. Tu sais, ça veut dire que, tu sais, si on fait un effort... c'est sûr qu'ils disent que le but de l'emploi, c'est de progresser. On veut se dépasser, puis atteindre différents niveaux. Mais en même temps, on a besoin que ça soit dans un environnement où quand on fait un effort, quand on se met à la tâche à 100%, mais on veut que ça soit reconnu aussi. Tu sais, des fois, j'ai vu ça dans des équipes. C'était comme des stratégies managériales, je crois, un peu perverses, dans le sens que toujours
critiquer, toujours trouver quelque chose, même aux meilleurs employés, tu sais, juste pour les garder en haleine, genre, je veux dans pas la peur, là, exact. Croche. Vraiment. Ben oui, mais plusieurs sain, fois, j'ai là. vu ça. Ah, oui, ouais. tu sais, comme des employés qui venaient me voir, puis ben tu sais, c'est fatigant à un moment donné. Tu sais, je me rappelle la dernière qui m'a dit ça, elle dit c'est fatigant, tu sais, de toujours en train de critiquer. Puis là, j'étais comme c'est drôle parce que dans l'équipe, cette personne-là, c'était la meilleure. Tu sais, elle était genre meilleure que le gestionnaire. Mais le gestionnaire lui parlait d'une façon genre mais t'as pas fait ça, puis Oui, mais j'ai fait tout ça. exactement. Mais en même temps, en tant qu'employé, son réflexe c'était pas de dire de challenger, c'est juste comme je suis poche. Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Fait que c'est ça, de l'estime, de prendre le temps de le dire quand il y a des bons coups. Ben oui, Ouais. c'est important. Ouais. Puis au top, ce sentiment, je pense, d'accomplissement. Ouais. Tu sais, vraiment, ben là, oui. de sentir que, oui, on se dépasse, puis, tu sais, on parvient à progresser dans l'atteinte de son plein potentiel. Oui. Puis, tu sais, je fais une parenthèse avec notre introduction du balado. On Ouais. dit, tu sais, on passe tellement de temps au travail. Ouais. Ben oui. Il faut que ce soit le fun, Ouais. puis il faut qu'on soit bien, qu'on s'épanouisse, tu sais, tout ce qui est dit dans la pyramide. Ouais. Fait que c'est tellement important. C'est le clin d'œil parfait. Oui. J'aime ça. Tant Ouais. 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 Puis tout ça, tu sais, toutes ces étapes-là, Oui. à quel point, qu'est-ce qui est la responsabilité de l'employé, qu'est-ce qui est la responsabilité de l'employeur? Tu sais, de quelle façon les deux parties peuvent contribuer à ça? Ouais. Pour les gestionnaires, je sais pas s'ils vont être super contents d'entendre ça. On le dit pareil. On le dit pareil. C'est parce qu'il y a des recherches, par exemple, qui indiquent que lorsque le gestionnaire est stressé, par exemple, angoissé, ben ça a un impact direct sur toute l'équipe. Ben Tu sais, c'est vraiment là, normal, quand on dit leader, là, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai été dans des équipes où ce que tu sais, le gestionnaire il est déstabilisé, puis là tout le monde là c'est comme on se tient sur les murs parce que on sait pas qu'est-ce qui va arriver, prochaine guerre mondiale et tout, et versus dans des équipes où ce que le gestionnaire c'est comme un zen Bouddha là. C'est comme Il lance n'importe quoi, puis lui, c'est ben attends un petit peu. On va voir ce qu'on peut faire. mais sérieusement, puis quand je me rends compte des gestionnaires que j'ai eus, les meilleurs, mes préférés, quand je regarde, tu sais, comme en préparant le balado, c'est vraiment eux. Les zen. Les zen. Les Bouddhas. Oui, les Bouddhas. Vive les gestionnaires Bouddhas. Ou les Jésus. Les Jésus gestionnaires. Non, mais sérieux, parce que je me rappelle, tu sais, dans un des premiers environnements super toxiques où ce que j'étais, mon gestionnaire était un amour. C'est un de ceux qui a dit, Stéphanie, si t'as un problème, viens me voir, puis tout. Puis lui, je me rappelle, tu sais, on travaillait dans un environnement vraiment difficile. C'était des cas lourds et tout. Chaque matin, bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphanie, à tout le monde. Puis il allait dîner chez lui. Fait que peut-être que ça contribuait à sa zénitude. Il revenait, parce que c'était pas loin chez lui, il revenait. Puis à la fin du travail, parce que c'était avant le télétravail. Dans l'ancien temps, là. Et Oui, comme ça, on parlait. Alors, en 90, il n'y avait pas de télétravail. fait que là, lui, à la fin du travail, à 4h, 5h, il partait. Bonne soirée, bonne soirée. Et tu sais, il était tellement zen. Puis ça faisait, OK, je sais que je suis en confiance. Ben Donc, oui. vraiment, du côté des gestionnaires, vraiment de pas minimiser leur impact, l'impact de leur attitude. Donc, c'est vraiment important. Tu sais, on dit pas que tous les gestionnaires doivent être zen, mais vraiment de travailler sur ses bibites. Tu sais, de travailler sur soi, c'est super important. Dans le sens que si, par exemple, c'est un gestionnaire qui a une tendance vers, tu sais, au stress, ben, de travailler sur ça, que ce soit en essayant de faire plus de sport, je sais pas moi, la méditation, d'aller suivre une thérapie, vraiment pour mieux gérer parce que ça se sent. Tu sais, en vieillissant, tu sais, je me rends compte que j'arrive plus... Ben, peut-être c'était quelque chose que j'avais déjà, puis tout le monde a ça, là, mais tu sais, je sens les gens. Je sens leur énergie. Oui. Fait que, tu sais, la personne, elle dit, non, je suis pas stressée. Puis t'es comme, OK. Bien sûr, parce que Oui, c'est ça. juste toi qui le sais pas. Exact. Fait que, tu sais, vraiment, c'est très important de travailler sur soi. C'est un travail de vie, hein. Ben oui. Tu sais, quand les gens...
ils se disent ben là on était quand dans notre haute vie, tu sais, où ce que tu sais, je présentais des conférences à des personnes qui étaient en marge de la société, difficulté à intégrer le marché de l'emploi, puis tu sais, tu voyais des fois des dames de 66 ans, puis j'ai toujours été rejetée dans ma famille, puis je sais pas comment m'aimer, puis c'est parce que c'est ça, ça dérange pas, c'est pas genre à 25 ans, 30 ans, 35 blablabla que on s'aime parfaitement. C'est un travail de vie. Toute la vie, ben oui. Ben oui, donc en tant que gestionnaire, je dirais vraiment d'investir en soi pour, tu sais, travailler sur nos bibites, tu sais, le prototype d'employé qui vous énerve tout le temps, ben qu'est-ce que c'est? Moi, c'est ça que je vois maintenant. Quand il y a quelqu'un qui m'énerve, que ça soit dans une conférence ou bien que je présente, tu sais, la personne qui pose toujours des questions bizarres ou qui se plaint tout le temps, ou bien une caissière, peu importe. Mais à la fin, là, quand tu sais, parce que je me dis, il y a toujours une leçon. Puis, tu sais, que ça soit une personne qui t'a énervé pendant que tu conduisais, à la fin, je dis merci, maître. Parce que cette personne-là, elle m'a appris quelque chose. Pourquoi qu'elle est venue me déranger à ce point-là? C'est je devais apprendre quelque chose. De cette personne-là. Oui. C'est puis très sage quand même de dire ça. Mais je le dis pas à haute voix. Oui, imagine. Non. Mais ça dans l'épicerie. Merci, maître. Non, mais même de le penser, je veux dire, c'est très sage là, d'en être là, parce que c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. C'est une gestionnaire Bouddha. Ah, c'est ça. Mais quand même, ça aussi, c'est pas facile. Ça doit être un travail. Ah oui. Tu dois pas toujours avoir le goût de dire merci. Là. Non, ça c'est sûr. Puis je me rappelle une fois, c'était pendant la pandémie, puis il y avait une situation vraiment difficile et j'étais tellement dans ma bulle, je conduisais, puis j'ai traversé sur une jaune-rouge, une orange. Ouais. Puis là, il y a un monsieur... Puis là, je cherchais mon chemin sur mon téléphone, en plus. Puis là, il y a un monsieur, il me dit « Hey, c'est pas fort, hein, t'as traversé la rouge. En plus, t'as ton téléphone. » J'ai hurlé sur le gars, là. J'étais comme « Tu sais pas qu'est-ce que je traverse? » Puis lui, il était comme « Mais espèce de folle. » Puis il est parti. Mais après, c'est le soir, j'étais comme « Ah oui. » Premièrement, j'avais pas le droit de faire ça. Peu importe ce que j'avais à traverser. Et... lui, il est venu m'apprendre ça, là, que juste relax. Puis j'ai dit merci après. Mais sur le coup, j'ai gueulé dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Puis, au niveau des employés, ça serait quoi leur responsabilité? J'imagine qu'il y a un bout qui est pareil, là, d'aller travailler sur soi. Mais... C'est vraiment, tu sais, dans une autre, c'est une autre ligue. Tu sais, c'est pas aussi l'impact. On pense qu'il est pas aussi grand, mais il est quand même grand sur... parce que le gestionnaire, c'est plus au niveau macro, tu sais, de l'impact que ça va avoir sur son équipe et tout. Mais la personne, on sous-estime en tant qu'employé quel impact il peut avoir sur le reste, sur le mood de l'atmosphère dans l'équipe. Tu sais, je vais donner un exemple. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une équipe où il y avait une employée qui était vraiment, tu sais, comme c'est celle que je parlais tout à l'heure, très, très brillante, vite, là, tu sais. Elle était vraiment comme, elle comprenait mieux le travail que la gestionnaire. Puis, autant qu'elle avait cette force, mais de l'autre côté, elle parlait dans le dos de tout le monde. Mais c'était malicieux. Puis je lisais sur ça, tu sais, les gens qui font du commérage. Puis, parce que je lisais beaucoup sur l'ego, tu sais, l'ego, qu'est-ce que ça peut... Puis, un de mes auteurs préférés s'appelle Eckhart Tolle. Il avait fait sur le pouvoir du moment présent, et vraiment, vraiment bien. Puis, tout ce qui est l'ego, il l'explique super bien. Puis, il expliquait que la personne qui fait du commérage, c'est une partie... c'est son ego qui fait ça pour essayer de se remonter par rapport aux autres. C'est tellement pervers. J'étais comme, wow! Puis, autant la personne victime, tu sais, que la personne qui se dit toujours victime, c'est aussi l'ego qui essaie de se culpabiliser pour se donner de la valeur. Tu sais, les deux. Ouais. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans l'ego victime. Quand je travaillais, j'étais comme, on allait manger entre filles le soir, puis j'étais comme, puis vraiment, quand tu es dans ton mood d'ego, tu te rends même pas compte. Ben non. Fait que j'étais comme à me plaindre du travail, puis
honnêtement, je sentais que j'étais comme une victime. Je pensais pas que j'avais des solutions. J'étais comme, ben là, je viens de graduer, je suis dans une job, je peux pas abandonner la job. Mais oui, tu vas manger des toasts au beurre d'arachide, mais oui, c'est possible, c'est une option. Ou bien d'aller, mais tu sais, c'est juste dans ton ego, tu t'es dit, non, c'est cette job-là, puis je vais être heureuse et tout. Bref, elle, la collègue, elle parlait dans le dos de tout le monde. Et c'était hyper toxique. Puis ça faisait une ambiance que tout le monde se mettait contre l'autre et tout. Puis c'était une employée, c'était pas une gestionnaire. Donc, on a vraiment... Tu sais, là, il y a vraiment des répercussions à, tu sais, avoir une attitude toxique, même en tant qu'employé. Donc, de là encore, venir prendre soin de soi, tu sais, prendre soin de son bien-être. Et comment ça va, l'impact que ça va avoir? Ben, ça va avoir un impact sur toute l'équipe. Ben oui. Parce que je me rappelle, dans cette même équipe, il y avait une employée. Pour une ou une autre, l'autre employée, elle amenait tout le monde à parler l'un contre l'autre, mais elle parlait jamais contre elle. Puis personne, on va l'appeler Monica. Celle qui était vraiment... elle était... Intouchable. Mais ce que je me rendais compte, je lui ai même dit, j'ai dit, je sais que t'es un ange. Tu fais semblant, là, mais t'es un ange, je sais. Tellement gentille, professionnelle. Elle parlait dans le dos de personne. Et quand j'étais... Tu voulais être comme elle, tu sais. Tu voulais... Fait que elle avait comme une énergie positive. Fait que du mauvais... comme celle qui parlait dans le dos de tout le monde, peut avoir un impact sur les autres, mais le bon aussi peut avoir un impact. Ben oui. Oui, peut avoir un impact. Puis, je pense que comment l'employé peut faire en sorte de prendre soin de soi, de son bien-être, c'est vraiment de se regarder. Tu sais, je me rappelle une fois, je parlais à une dame, puis elle était gestionnaire, puis elle disait que elle devait gérer des agentes administratives. Puis, elle disait qu'il y avait beaucoup de plaintes. Ils se plaignaient beaucoup de « Ah, c'est injuste, on comprend pas bien le travail. » Puis, elle disait « Ben, ta job, c'est aussi les choses que tu comprends pas le jour, de prendre le temps le soir. Va sur Google, va regarder sur YouTube. Non, mais c'est parce qu'il faut se regarder à un moment donné. Ouais. S'il y a des compétences que tu sens que t'as pas, puis ton gestionnaire, on va dire, veut pas payer des formations XY, mais c'est toi qui te sens nul. Fait que c'est de prendre, peut-être que le soir, tu vas regarder peut-être moins de téléséries, mais tu vas peut-être regarder des vidéos YouTube pour parfaire tes compétences. Donc, c'est ça que je veux dire aussi. Tu sais, oui, il y a le côté zen, on médite et tout, mais si tu sens que tu manques de compétences, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller les chercher au lieu juste de te plaindre puis de dire « Ils nous en demandent trop, puis ça, je suis pas capable de le faire. » Toi aussi, tu as la responsabilité de développer tes compétences. Oui, c'est intéressant, vraiment. Aujourd'hui, pour la capsule métier, on rencontre Maxime Perron, directeur des opérations pour une firme de consultants en santé et sécurité au travail. Maxime, dans ton travail, tu supervises, tu coaches, tu accompagnes des conseillers en santé et sécurité. Parle-nous de leur travail. En fait, nous, on est spécialisés dans le domaine de la construction. Donc, tous les intervenants qu'on a dans l'entreprise préviennent les risques sur les chantiers et s'assurent que les milieux de travail soient sécuritaires. Instinctivement, j'aurais tendance à dire que les principaux risques auxquels on va penser là, sur les chantiers de construction, des risques de chute en hauteur, l'utilisation de différentes machineries, différents outils qui pourraient être plus dangereux. Est-ce que vous agissez aussi sur les risques psychosociaux? On agit de plus en plus sur les risques psychosociaux, mais c'est relativement récent. OK. Puis, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus là des risques psychosociaux? Quels sont-ils? En fait, les risques psychosociaux, c'est principalement le harcèlement psychologique au travail, harcèlement sexuel, la violence conjugale, la violence physique, l'exposition des événements potentiellement traumatiques. OK. Je suis un peu surprise d'entendre la violence conjugale. C'est quoi votre responsabilité par rapport à ça? Je dirais que depuis la COVID, en fait, depuis l'arrivée du télétravail, tous les employeurs qui sont au courant qu'un de leurs employés subit de la violence conjugale doit intervenir à cet effet-là. OK. Ben dans le fond, tu utilises l'employeur doit intervenir. J'en conclus qu'il y a des obligations par rapport à ça, qu'il y a des lois. Absolument. Ce qu'ils doivent faire techniquement, c'est de se doter d'une politique pour prévenir le harcèlement psychologique, sexuel et la violence conjugale dans les milieux de travail. OK. Puis dans le fond, c'est quoi votre rôle à vous, là, les conseillers? Principalement, notre rôle est
faire de la sensibilisation, faire de l'éducation, je dirais autant au niveau du côté employeur que du côté travailleur. OK. Dans le fond, vous les amenez à reconnaître les risques. On les amène à reconnaître les situations, surtout qui peuvent être problématiques, parce que c'est pas des situations. Les définitions, si on regarde au niveau du harcèlement psychologique, c'est pas des définitions qui sont claires pour tout le monde. Ça peut porter interprétation. Donc, c'est pas tous les gens qui sont bien informés par rapport à ça. Donc, nous, on les aide à ce niveau-là. OK. Est-ce que c'est plus difficile d'aborder ces risques-là? De quelle façon vous allez les aborder avec les travailleurs? En fait, il faut trouver des moyens de les sensibiliser. Donc, que ce soit par de l'affichage, exemple, dans les roulottes de chantier ou sur le milieu de travail, ou par le biais de comités de pôle santé-sécurité, il faut utiliser ces moyens-là pour communiquer, les sensibiliser par rapport à leurs droits, puis leur expliquer en quoi ça concerne ces risques-là. Pour finir, est-ce que tu penses que dans l'avenir, là, la santé, sécurité, la prise en charge là, des risques psychosociaux, est-ce que tu penses que ça va prendre de plus en plus de place ou présentement c'est satisfaisant? Présentement, c'est assurément pas assez satisfaisant. Ça va prendre de plus en plus de place, ça c'est sûr. Mais tu sais, il va falloir que la CNESST intervienne auprès des employeurs, puis oblige peut-être un petit peu plus les employeurs à prendre vraiment ces mesures-là au sérieux, à nommer des intervenants qui vont gérer ça à l'intérieur des entreprises, mais il va falloir qu'il y ait une meilleure prise en charge des employeurs si on veut que dans le futur, ça soit mieux. Mais merci! Merci! As-tu des exemples de bonnes pratiques en emploi pour s'intégrer, pour se maintenir en emploi, pour maintenir finalement de façon harmonieuse ton bien-être en emploi? Oui. Toi, tu parles en tant qu'employé. Oui, en tant qu'employé, oui, surtout. C'est surtout ça, nous, les gens qu'on accompagne, c'est des candidats. Puis, tu sais, on se rend compte que des fois, c'est pas des fois, souvent, c'est un défi s'intégrer. Là. C'est un défi pour tout le monde. Ouais. Puis pour certains, ça l'est un peu plus. Puis des fois, se maintenir dans un milieu de travail aussi, c'est plus difficile. Ouais. Donc, aurais-tu des exemples de choses, des bonnes pratiques, finalement? Des conseils. Des conseils à faire. Oui. Moi, une des choses... Tu sais, comme je l'ai dit, je suis extravertie. Fait que c'est vraiment facile pour moi tu sais, d'entrer en relation avec les gens. Mais donc, vous m'auriez posé cette question-là avant, je serais comme, qu'est-ce que vous voulez dire que c'est pas. Ouais. Mais une des choses qui m'a permis d'avoir une vision plus large, c'est que en 2010, mon conjoint il a eu un emploi en Europe. Fait qu'on a dû tout partir, déménager. On a déménagé, on a habité 5 ans en Belgique. OK. Fait que là, j'étais comme nobody, là. J'avais même pas une voisine. Je connaissais personne. Donc là, c'est vraiment, j'ai eu à refaire tout mon cercle d'amis, mon réseau. Et donc, ce que j'ai appris, on est resté 5 ans, et ce que j'ai appris, c'est ce qui m'a aidé dans les différents emplois à mieux m'intégrer plus facilement. Donc, une des choses, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup de... Je sais pas si vous connaissez le terme autocompassion. Donc, il y a beaucoup de recherches qui démontrent que... nous, dans le fond, on est très dur envers nous-mêmes. On est très critique. Puis ce qu'on croit, c'est que, en me critiquant, en me disant, t'aurais dû faire telle chose. Puis on pense qu'on va se motiver. Si on fait pas ça, on va être trop lâche. Puis on va devenir, tu sais, on va pas être fort comme personne. Mais les recherches démontrent que c'est le contraire. Ce que ça fait, c'est que ça détruit notre motivation quand on fait ça. L'autocompassion, c'est se donner le même amour qu'on donnerait à notre meilleur ami qui viendra avec des problèmes. Okay? Donc, quand on arrive, par exemple, dans un nouvel emploi, c'est difficile. Le soir, c'est de se dire, je sais que c'était pas facile, puis c'est pas évident d'être dans un environnement où ce que tu connais personne. Donc, d'avoir beaucoup d'autocompassion. Okay? Beaucoup de recherches sont faites ça. Puis qu'est-ce que ça fait, l'autocompassion? C'est que... ça nous permet de puiser dans des forces, de ressortir plus fort des situations. Donc, au lieu de se blâmer, quand on prend ce temps-là pour ces exercices d'autocompassion, on est capable d'aller chercher de l'énergie pour surmonter les défis beaucoup plus facilement que si on se serait frappé dessus, ça nous démotive.
Donc, vraiment d'appliquer l'autocompassion. Ah, mais ça aussi, ça doit pas être facile. Non, c'est ça. Ça vient pas en déjeunant. Non, c'est ça, mais, c'est le pratiquer. Ouais. C'est le pratiquer, puis dans le fond, c'est juste, tu sais, comme la pleine conscience, tu sais, quand il parle de pleine conscience, c'est que quand on part dans un tourbillon, c'est juste d'être capable le plus rapidement possible. Des fois, ça peut prendre 3 semaines. Tu sais, après un conflit avec quelqu'un, t'es comme, OK, je suis dans ma boucle. Dans la spirale. Exact. Fait que des fois, tu sais, l'autocompassion, peut-être que ça va prendre, tu sais, 1 mois, tu sais, avant de se dire, OK, je souffre actuellement, OK, c'est difficile et tout. Mais plus on le pratique, plus ça vient rapidement. Donc, on a passé une journée, tu sais, le gestionnaire, il nous a critiqué pour quelque chose. Arrivé à la maison, c'était difficile. Je sais que c'était difficile et tout. Mais je suis avec toi, puis je prends soin de toi. Puis, aussi puis ça c'est un truc que j'avais eu quand je venais de débuter comme conférencière, c'était en Europe. Puis il y avait une auteure, Louise Hay, tu sais, c'est la queen là, du développement personnel, de l'amour-propre en fait. Puis elle disait la première fois qu'elle utilisait un ordinateur, on s'entend que ça fait longtemps. elle disait la première fois qu'elle faisait quelque chose, puis elle parlait dans ce cas-là d'un ordinateur, elle disait t'as été fantastique pour la première fois. Oh wow, ouais, c'est bien beau. Oh, c'est magnifique. Ça m'a tellement marqué. Puis moi, la première fois que je présentais une conférence, c'était en Europe, en 2012. C'était vraiment difficile. Tu sais, le monde me faisait un signe genre lève tes bras. J'étais comme sont malades. Et finalement, c'est parce que mon micro était super bas, fait que personne n'entendait. Oh non! Fait que là, arrivé chez nous, tu sais, au lieu de me dire t'es vraiment cave, tu sais. Fait que je me suis, elle disait, tu sais, tu dis, t'étais vraiment fantastique pour la première fois. Puis elle dit, tu prends une page blanche, puis tu fais une ligne au milieu, ce qui a bien été, puis qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Oui. Fait que, tu sais, un employé qui vient d'avoir, tu sais, sa première semaine, c'est difficile. Ben, OK, ça a été difficile, je sais, c'est pas évident. Ben, j'ai été fantastique pour la première semaine, par exemple, puis de faire cet exercice-là. Tellement. Puis des fois, la première semaine, avec le stress et tout, tu te rends pas compte de tout ce que tu vois. Exact. Puis là, en traçant une ligne en disant tout ça versus ça. Exact. Il y a une affaire qui est faite, exact. Ben, le reste, c'était bon, là. Ouais. Ben oui. Les affirmations, tu sais, positives. Oui. Tu sais, comme tu dis, là, j'ai été fantastique pour la première fois, pour la première semaine. Ça, il y a beaucoup de gens qui font ça, là, tu sais, se le dire dans le miroir. Moi, je le fais beaucoup. Puis moi, j'y crois, là. Ouais, parce que moi, je suis certaine que plus t'entends quelque chose, plus ça a un impact. Ah, c'est clair. Mais tu sais, juste avec des enfants, on le voit, tu sais, on dit à l'enfant, t'es beau, puis tu vois le sourire. Mais tu sais, il faut se voir, on est des enfants aussi, c'est la même chose, là, tu sais. Ouais. Si on se tape toujours dessus, ça va être difficile. Donc, de pas être trop dur avec nous, tu sais. Les premières semaines, les premiers mois, c'est nouveau ce qu'on fait, c'est beaucoup d'apprentissage nouveau. Donc, faut vraiment être bienveillant envers soi-même. Donc, c'est ça, intégrer. Puis, comme truc pour intégrer un nouvel emploi. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup, mais, tu sais, avec le temps, je me rends compte, tu sais, vraiment de prendre le temps d'écouter plus au début. Tu sais, Nelson Mandela, il disait... On lui a demandé, tu sais, des gens qui sont experts en leadership, lui disaient, ben c'est quoi ton plus grand truc? Tu sais, il a été président de l'Afrique du Sud et tout, et il disait, tu sais, il a mené le mouvement pour mettre fin à l'apartheid, puis tu sais, des grosses choses. Donc, ces spécialistes du leadership sont smart de lui avoir demandé, puis lui, il disait, ben soyez toujours les derniers à parler dans une rencontre. Ben oui. Tu sais? Soyez à l'écoute. Exact. Mais c'est vrai, là, quand on commence un nouvel emploi, c'est vrai, là, on a tellement à apprendre. Oui. Puis c'est sûr que si on n'est pas dans l'écoute, ben là, ça se peut qu'on s'en fâche. Les gens ont à apprendre de toi aussi. Exact. Tu peux pas arriver en disant salut, je suis là, puis toi, tu fais pas ça comme il faut. Exact. Tu connais rien. Puis, exact. Ouais, t'arrives, là. Faut arriver sur un pas léger. Oui, exactement. C'est beau, exactement. Des fois, ça sort. Oui, souvent. Puis, mettons qu'on veut l'inverse, là. Les big no-no là, dans l'intégration, qu'est-ce qu'il faut porter une attention particulière pour pas se mettre en situation où on... Comment que je dirais ça? D'échec. En situation d'échec. Ouais. En situation où on est mis face à un échec. Ben, je dirais vraiment, un big no-no pour moi, c'est vraiment le commérage. Tu sais, les gens qui essayent de potiner, puis, tu sais, dans un sens,
toutes les téléréalités sont populaires parce qu'on est curieux, On est curieux. Moi, j'en ai, là. Ah oui. Moi, j'en ai, là, des émissions de drama, là, que vraiment, là, j'aime ça, là. Tu sais, surtout. Oui. Surtout, moi, je sais pas pourquoi, mais je suis fascinée par ceux des gens qui cherchent l'amour. Ah ouais. Des fois, je suis comme, comment ça se fait qu'ils pensent comme ça? Je trouve ça vraiment fascinant. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Les conflits qui sont capables d'éclater en si peu de temps. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi populaire, les téléréalités. C'est fascinant. Donc, tu sais, c'est ça. On a cet attrait pour, tu sais, tout ce qui est, qu'est-ce qui se passe, comment, tu sais, c'est quoi la vie de telle personne, mais vraiment au travail de s'éloigner de ça. Vraiment de s'éloigner parce que, comme je disais dans l'exemple précédent avec la fille qui parlait dans le dos de tout le monde, ben tout le monde parlait dans son dos aussi. Tu sais, je comprends pas. Oui, les gens ils pensent que ils sont des intouchables. Puis je me rappelle, j'avais eu un retour à faire avec une de ces personnes-là dans cet environnement qui a été quand même toxique. Puis quand j'ai dit beaucoup de personnes se plaignent de toi puis tout. Ah ouais, elle était surprise. J'étais comme, mais elle est sérieuse, elle parle dans le dos de tout le monde, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça. Ça rendait pas compte. Non, mais souvent les gens quand ils sont les leaders négatifs d'un groupe, ils pensent que ils ont la main mise sur tout le monde, puis les gens font ce qu'ils veulent. Non, ça fait juste de l'énergie négative. Puis même il y a des cultures qui appellent ça de la magie noire, tu sais, de parler dans le dos. C'est même, je pense, que c'est une Québécoise que j'ai entendu dire ça. Elle dit, parler dans le dos, c'est de la magie noire. C'est faire du mal en fait. C'est vraiment, c'est toxique. C'est toxique. Et il y a rien de bon qui peut sortir de là. Les gens vont juste te voir comme une personne à qui on peut pas faire confiance. C'est pas des vraies alliances que tu vas créer. Donc moi là, c'est vraiment, tu sais, j'ai grandi comme ça. Ma maman, tu sais, vraiment là, est tellement franche, fait que j'ai gardé cet aspect-là, fait que c'est très, très important. Puis c'est pas seulement pour moi, c'est vraiment, ça fait des ambiances de travail qui sont très négatives, de parler dans le dos des gens. Donc, tu sais, vraiment, ayez le courage. Puis c'est pas toujours facile. Moi, j'ai été dans des environnements où tu sais, les personnes étaient tellement leaders forts puis négatifs que, tu sais, j'ai vraiment eu un malaise sans jamais rentrer dans ça, mais vraiment un malaise à dire à la personne. C'est vraiment pas évident. Tu sais, il faut vraiment de l'affirmation de soi puis tout, positif et tout. Mais vraiment, là, de rentrer là-dedans, là, c'est comme... c'est négatif. Il n'y a rien de positif qui peut sortir. Donc, un big no-no, là, ça serait ça. Puis, c'est bizarre, hein, qu'est-ce que je veux dire, mais aussi, tu sais, peut-être en lien avec mon éducation, mais, tu sais, vraiment garder votre vie personnelle pour vous. Tu sais. Ouais, quelle place ça prend, c'est ça, tu sais, la vie personnelle versus professionnelle, à quel point il faut garder ça séparé. Séparé. Ben, je pense que vraiment, les gens, ils sont là, ils t'ont embauché pas pour entendre ta vie, tu sais, les 4 tomes de ta vie. Fait que, avec le temps, c'est sûr que tu vas développer des amitiés, tu sais, mais avec le temps. Tu sais, il y a des gens qui arrivent puis ils racontent toute leur vie et tout. Ça aussi, c'est un big no-no parce que, premièrement, c'est du temps que tu perds, du temps que tu devrais allouer à travailler et que tu perds à parler. Apprendre, c'est ça. Si tu as besoin d'un suivi thérapeutique, c'est pas la place. Non, mais c'est vrai, il y en a qui passent vraiment beaucoup de temps. Fait que ta vie personnelle, non seulement, c'est pas des affaires des autres, mais en même temps, faut pas que ça prenne trop de temps, d'espace dans ton travail parce que tu es payé pour accomplir certaines tâches. Donc, 2 no-no, parler contre 2 choses à ne pas faire, vraiment parler du commérage et aussi de prendre trop de temps à parler de soi, de sa vie personnelle et tout, c'est quand même déplacé. Là. C'est pas l'endroit. Là. Non, surtout quand tu viens d'arriver. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'avec le temps, tu développes des relations. Là, c'est plus facile de parler de soi. Mais exact. À l'étape de l'intégration en emploi, là, t'es là pour travailler, t'es là pour être à l'écoute, on se rappelle, écouter, apprendre, puis éventuellement, après, les choses se placent. Puis tu sais, le côté écoute... on m'aurait dit ça avant, là, quand je sortais de l'école, puis, tu sais, je suis très spontanée et tout. J'aurais dit, de quoi tu parles? Tu sais, puis quand j'ai des idées, il faut que je les sorte. Mais maintenant, je me rends compte, tu sais, quand tu viens d'arriver quelque part, tu les laisses parler, les gens. Puis t'analyses aussi, tu sais, il y a des gens ils veulent beaucoup, beaucoup d'espace. Ben, vas-y. C'est comme, amuse-toi, tu sais. Tu regardes les dynamiques aussi. Les gens, ils ont leur sensibilité, ils veulent être... Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, mon premier gestionnaire préféré, il y a une collègue qui me dit quand il est arrivé, elle s'était moquée de lui.
tu sais. Ah ouais? À ne pas faire. Oh mon Ben non. Dieu. C'est comme... Mais elle était vraiment, là, elle était n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'est des choses à ne pas faire. Tu sais, quand je dis, tu sais, de comme ça, au moins, tu apprends sur les sensibilités de la personne, oui. tu sais. Ben Lui, elle avait fait une blague. Elle dit, t'as bien des petits pieds, puis tout. Puis, Mais tu peux tomber sur la personne la plus sensible, puis c'est son plus Exact. gros complexe. exact, Ben d'être oui. petit, tu sais. Ben oui. Fait que, ouais. Fait que là, après, tu te t'en rends... fâches Oui, tu t'en là-dedans. fâches, puis tu te mets dans le mauvais œil de cette personne-là. Ben, tu pars avec une prise, là. Exact. Tu sais, c'est comme, Exact. Ça part mal, là. Exact. Ah. Ouais. Mais tu sais, on se rend compte, plus que on parle avec toi, qu'il y a différents types de, Ouais. de personnalités dans le travail. Ouais. Là, tu as parlé d'une personne qui prend beaucoup de place, Ouais. une personne qui peut être plus sensible, Ouais. une personne plus ricaneuse. Mais il y a quel type, mettons, dans une entreprise, parce que tu es allé dans plusieurs, là, Ouais. de ce qu'on comprend. Tu en Ouais. as expérimenté Oui. plusieurs aussi. Oui. Tu dirais que quel type de personnalité, là? Mettons que tu fais Y un a-tu petit des- profil, là. Ouais, c'est ça. Y a-tu des types de personnalités... Personnalité type. Moi, Oui, c'est ça le mot que j'ai dans la Des tête, là. personnalités types en entreprise. Ouais. Qui sont problématiques ou non? Bah, Ah, les deux. tu peux nous dire, c'est. Ouais. Dis-nous, c'est qui? Problématique ou non? Ouais. Ben, en fait, il y a un livre que j'ai lu, c'est l'intelligence, c'est en anglais, là, l'intelligence positive. Ah, OK. Et lui, cette recherche-là est vraiment fascinante parce que il dit que dans la vie, les gens n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel parce qu'ils ont des saboteurs. Donc, il dit, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont tout pour réussir, mais ils n'arrivent jamais? Ils disent parce qu'on a tous des saboteurs. Puis le premier que tout le monde a, c'est le juge. Donc, le juge nous critique. « Ah, t'aurais pu te forcer, Chloé, t'aurais pu te forcer, Caroline, t'aurais pu te forcer, Stéphanie. » Toujours en train de nous écraser. On a tout ça. Mais là, il y en a d'autres. Il y a l'hypervigilant. Mais là, ce que tu veux dire, c'est en dedans de nous, là. Oui, OK, mais OK. il y en a 10, je pense. Je pense qu'il y a 10 types de sabotage. Ça, Oui, quelque part, je oui. pense. Ça me dit quelque chose, en Ouais. tout cas. Puis, il dit que quand ils sont plus en puissance, ben c'est parce qu'on est dans notre part d'ombre. Tu sais, on est dans notre côté négatif. Donc, il y en a 10, mais ils se manifestent pas chez tout le monde au même niveau. OK. Donc, toi, tu peux avoir peut-être l'hypervigilant et il y en a un autre, ça peut être le contrôlant. Quand ça va pas bien, là, il est plus dans ce mood-là. OK? OK. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y a aussi celui qui s'efface. Quand il va pas bien, là, il s'efface. Donc, lui, il pourrait avoir l'air du paresseux au travail, mais c'est juste qu'il a peur de l'échec et tout. Il y a le contrôlant, ça peut être la collègue qui doit intégrer un nouvel employé, puis là, elle essaie de... Tu sais, elle lui respire là, dans le cou, là, puis Ouais, c'est... toujours à Oui, surveiller, c'est ça. ouais. C'est ça, donc... c'est très important de prendre conscience de c'est qui nos grands saboteurs. OK? Parce que moi, par exemple, j'en ai un qui est très, très élevé. C'est l'hyper-performant. OK? Fait que lui, là, si j'essaie de prendre une pause, en venant, on fait quand même présentement, on fait le balado à 5 heures. Et je me suis dit, mais je vais amener aussi mon portable. Après, je vais aller dans un café. Mais j'ai travaillé, je suis réveillée depuis 5 heures du matin. Ouais. Puis, tu sais, je suis présidente du club Toastmasters. Fait que là, j'ai eu à animer Toastmasters de 7h à 8h30. Après, j'ai travaillé. Puis là, je suis venue. Mais moi, mon hyper performant, il dit... C'est pas assez. Faut en faire plus. Non, tout le temps, il faut toujours. Fait que tu comprends? Puis, par exemple, je suis gestionnaire dans une organisation, mais mes employés qui ont travaillé 8 heures, ben non, c'est pas assez. Je pourrais être comme ça. Fait que c'est très important de connaître, si vous pouvez aller, tu sais, vous familiariser avec ce concept, de connaître ses saboteurs. Parce que quand on connaît quand on connaît nos saboteurs, on se rend compte de quel impact ça peut avoir dans nos Sur le équipes. reste. Oui, OK. oui. Mais avec ce que tu viens de dire, moi, Ouais. c'est sûr que je vais aller lire là-dessus. Là, ça pique vraiment ma curiosité. Là, Oui. mais ça me donne l'impression que finalement, est-ce qu'il y a vraiment des personnalités types? Ben, pas nécessairement, parce que finalement, tout le monde, Est un peu tout. ben, selon les saboteurs que tu as et comment tu les... Exact, c'est complexe, hein? Ben C'est oui. t'as raison. Tu sais, C'est comment vrai. tu vas les mettre en pratique? Ouais. Parce que comme tu dis, toi, tu as l'hyper-performant. Ouais.
là, t'es hyper performante envers toi-même. Oui, envers moi-même. T'es très exigeante. Oui. Mais tu pourrais aussi l'être envers tes employés, envers tes collègues, envers avec ton conjoint, tes enfants. Mon conjoint, il est tellement fantastique. Il me regarde, dit, calme-toi. Hein? Puis toi, si ça te rend heureuse, mais lui, il se laissera pas influencer là, dans mon délire, là, quand j'ai des délires, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, mais l'être humain, il est très complexe, effectivement. Mais en même temps, quand, tu sais, de savoir ça, moi, ça fait pas longtemps que j'ai appris sur ces informations-là, puis je suis comme, wow, tu sais. Puis quand on est gestionnaire, d'être conscient de ce quel type de saboteur la personne est là, mais ça va avoir un impact parce que si la personne, comme je dis, elle est super contrôlante, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de boss trop contrôlants et tout. Ouais. Quand la personne est consciente de ça, c'est comme, parce qu'il y a des exercices pour calmer les saboteurs. Et ça, c'est fantastique parce que c'est tellement simple, les exercices. Donc, toi, tu peux avoir comme saboteur, je sais pas moi, il y en a plein. Il y a l'anxieux, celui qui a peur de plein de choses. Donc, il va avoir un nouveau, il est comme, oh non, tu sais, il va le mettre à part et tout. Puis, les exercices qu'il donne pour calmer ça. Donc, la première étape par rapport au type de personnalité, c'est vraiment de prendre le temps de se connaître. Et, tu sais, j'ai parlé des saboteurs, mais vraiment, tu sais, aller dans des sites, faites des petits tests bidons de personnalité, mais vraiment se connaître. C'est vraiment ça, c'est se connaître, c'est la plus grosse chose. Oh, je sais que ce type de personnalité va m'énerver. OK, calme-toi, Stéphanie, tu sais. Mais c'est de le savoir, c'est tellement, on est tellement en avance parce que on voit venir, tu sais, les choses qui vont nous irriter et tout, puis on est capable de se calmer. Puis lui, par rapport au saboteur, un truc qu'on peut utiliser quand on a pris le temps de se connaître, c'est vraiment, lui, c'est des exercices de pleine conscience. Donc, une fois qu'on voit que l'agité, le contrôlant en nous, il s'énerve, là, c'est juste de prendre des grandes respirations, par exemple. Puis ça, à la fin, au niveau au niveau de notre cerveau, ce que ça fait, c'est que ces saboteurs, ils sont moins présents. Ça va les réduire. Parce que c'est au niveau de la neuropsychologie, ça dit que par exemple, une personne on parlait de la gestionnaire qui serait super anxieuse et tout, quand elle travaille avec des exercices, la méditation, des exercices de pleine conscience et tout, ben, elle va être déclenchée moins rapidement. Tu sais, son anxiété, elle va être moins présente. Elle va réduire son anxiété en faisant ces exercices, par exemple, de pleine conscience. Mais elle peut pas travailler sur ça si elle sait pas qu'elle a un problème d'anxiété. Ou bien de contrôle. Fait que apprendre à bien se connaître, à connaître ses saboteurs. Exact. C'est bon dans tout, anyway. Oui. Apprendre à se connaître. Fait que... Exact. Ben oui, puis ça aussi, c'est un travail d'une vie. Là. Exact. Comme on dit. On évolue. Qui j'étais il y a un an, puis maintenant, c'est bien différent. C'est ça. Puis comment Ben là, j'ai des idées de ce que tu vas dire, mais quand même, comment on intervient avec une personnalité qui est plus difficile, tu sais, en tant que collègue, mais en tant que gestionnaire, tu sais, des pistes, tu sais, quelqu'un, justement, qui fait du commérage ou autre, tu as sûrement d'autres exemples, mais comment on intervient, comment on interagit avec ces gens-là? Ben, comme j'avais dit au début, un des facteurs qui était plus en lien avec des entreprises qui réussissaient, qui prenaient de l'expansion au niveau financier, c'était vraiment de savoir que mon gestionnaire, il se soucie de moi. Donc, tu sais, de prendre le temps avec des personnes qui ont des écarts de conduite, de pas être dans une attitude de « Ah, t'es pas bon », mais plus d'être dans une attitude de compassion. OK? Je vois que dernièrement, tu sais, t'es plus impatient, ta performance, elle a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? De vraiment prendre ce temps-là. Tu sais, quand on parlait d'autocompassion, ben de le faire aux autres aussi. Okay? Parce que même quand j'ai entendu parler de cette recherche, une des personnes, elle disait, quand j'ai travaillé, puis pensez-y, peut-être vous aussi, vous avez vécu cette expérience-là, quand vous aviez des boss qui étaient toujours en train de vous critiquer, ça vous tente même pas de vous motiver. Tu sais, ça vous êtes décroché à un moment donné, vous dites, ben, à quoi ça va servir? Fais-le donc. Exact, t'es si bon. Puis vraiment, j'ai cet exemple-là, je me rappelle, une de mes jobs étudiants, c'était à la buanderie, puis on avait une machine infernale qui pliait, puis il fallait vraiment aller vite, puis à un moment donné, j'avais ce gestionnaire-là, je me rappelle,
souvent, c'est ça, là, ils voient les gens qui travaillent le mieux, fait qu'ils se disent, ceux qui travaillent pas, ça sert à rien, fait que je vais plus je vais achaler ceux qui travaillent bien. Ouais. Fait que là, ils venaient à côté de moi, une de mes amies et moi, puis là, ils nous harcelaient, tu sais, vite. Ah oui, vite. Mais tu sais, déjà, on travaillait vite, puis ça nous décourageait plus que d'autres choses. Fait que vraiment, l'inverse, c'est de vraiment prendre le temps avec cette personne qui a un écart de conduite, de lui dire, qu'est-ce qui va pas, puis tu sais, la personne, au moins, on va savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que c'est parce qu'elle a des défis dans ses relations ou bien il y a quelque chose de spécifique qu'elle comprend pas. On a ajouté une nouvelle application au travail, puis elle arrive pas à gérer ça. Elle trouve ça, mais peut-être, tu sais, de lui dire, le formateur, il est dans l'équipe à côté, peut-être qu'il peut t'aider. Tu sais, juste, mais vraiment de prendre le temps d'essayer de comprendre c'est quoi le défi de la personne. Et pas y aller, genre, avec un marteau puis de frapper, genre, ça va pas bien, ça va pas motiver la personne va déconnecter. Oui, puis tu sais, probablement que 50% du temps, c'est quelque chose qui est facilement réglable là, pour la personne. Si on prend le temps de regarder. D'être à l'écoute, puis oui, c'est ça. Ouais. Oh, c'est un très, très bon conseil. Ouais. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Si tu as des choses à ajouter, des choses que tu aurais aimé partager pour finir en beauté. Bon, je vais reprendre brièvement les points qu'on avait traités. Donc, post-pandémie, mais les gens ont réalisé que c'est pas juste courir dans la vie, c'est de prendre soin de son bien-être. Et au niveau des organisations, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait plus de cas de troubles de santé mentale. Donc, il fallait mettre de l'accent sur le bien-être de leurs employés pour les maintenir parce qu'on sait comment ça peut être coûteux à une entreprise. Donc, on veut augmenter la rétention des employés. Ça, c'est des moyens. C'est très important un environnement de travail, que ça soit sain. On parle de l'environnement physique, mais aussi tout ce qui est relations de travail, c'est vraiment important. Donc, vraiment miser sur développer des stratégies pour que les employés, il y a une bonne ambiance. On parle de, tu sais, Chloé a parlé de, c'est la famille et tout. Donc, les gens, ils veulent se sentir bien. Au-delà, ça, c'est des recherches qui l'ont démontré. Au-delà de qu'est-ce qu'on fait, mais quand on travaille avec des gens avec qui on s'entend bien, mais la motivation, elle augmente. Même la productivité également. Au niveau des personnalités toxiques, de pas tolérer, de pas amener la médisance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est très néfaste à l'ambiance générale. L'importance de se connaître, de prendre le temps de se connaître, de voir c'est quoi nos défis. Des fois, il manque de compétences. On vit des défis au travail parce qu'on manque de compétences, mais de le prendre sur notre temps, c'est un investissement dans le fond parce que si votre emploi vous voulez garder, investissez en vous. Puis des fois, ça sera d'investir hors les heures de travail régulières. Tu sais, ça a l'air fou, mais de passer 30 minutes par soir sur, par exemple, une application que vous comprenez pas bien, aller sur YouTube, trouver l'information, c'est un grand investissement. Pas juste attendre que l'employeur prenne soin de notre développement de carrière. Puis, au niveau des gestionnaires, c'est lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des comportements que vous trouvez inadéquats, de prendre le temps d'aller vers l'employé, de lui demander qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis, tu sais, j'en ai peut-être pas parlé, mais vraiment de pas penser que juste laisser passer les choses, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans la confrontation. Il y a des gestionnaires qui peuvent être dans la confrontation. On veut plus y aller dans la compassion, mais aussi j'ai vu des situations s'envenimer parce que les gestionnaires avaient comme peur d'aller vers la personne la personnalité toxique. Ça va, tu sais, c'est comme dans la violence conjugale, tu sais, de se dire je vais laisser passer, ça va juste s'empirer avec le temps. Donc la personnalité qui est toxique au travail, faut pas fuir, quitte à aller suivre des formations sur la gestion de conflits en entreprise. Ça, je fais des conférences sur ça. Faut pas penser que je vais faire comme si ça existe pas puis je vais être gentil puis ça va. Non, faut s'affirmer, faut savoir aller de l'avant et de discuter de ces choses-là. Ouais, donc la compassion, l'autocompassion, on parle du niveau de l'employé puis aussi au niveau des gestionnaires, c'est très très important.
Oui. En tout cas, moi, ça, je pense que l'autocompassion, je retiens ça. C'est imprégné. Oui, c'est imprégné. Ouais. Puis les saboteurs aussi, aller explorer ça vraiment pour continuer à en apprendre sur soi. Oui. Je pense que c'est bon. Ouais. Et si on veut te rejoindre, si on veut t'avoir comme conférencière, comme consultante, comment on fait? Oui, ben j'ai mon site stéphaniedauphin.com. Vous pouvez voir l'information aussi. Puis je vais vous partager un calendrier bien-être en entreprise que j'ai. Donc, c'est une activité par jour que les employeurs peuvent incorporer au travail pour vraiment travailler sur l'ambiance du travail, pour améliorer le bien-être des équipes. Donc, je vais vous laisser ça. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'informations et vous allez recevoir le calendrier gratuit. Puis, j'envoie de l'information sur comment souder vos équipes pour augmenter la rétention, la productivité, la motivation. Merci. Puis merci d'avoir accepté pour le balado. C'est une super belle discussion où je pense qu'on va aller réfléchir maintenant. Je pense que j'invite les gens à aller prendre une petite pause pour réfléchir sur l'état actuel dans lequel ils sont, puis de réfléchir des fois en équipe aussi. Ça peut être intéressant de faire ce retour-là. Oui. Fait que tout ce que tu as dit va être super pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir.